Kadjim, tu es un artiste incontournable de la scène ivoirienne et tu es même désigné comme l'un des meilleurs de ta génération. Tu fascines tant par ton charisme que par ton engagement et ta créativité. Tout en marquant de ton empreinte les scènes musicales africaines et européennes, tu restes très actif dans les milieux associatifs et humanitaires, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France et même en Suisse. Permets-nous d'entrer dans ton univers le temps de cet entretien. À quoi va? Merci. Alors, Kadjim, tu es musicien, artiste-chanteur, interprète, animateur radio, écrivain. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, quel est ton parcours? Mon parcours, à l'état civil, je suis Guillaume Conan. C'est le cas de Conan, plus le Jim de Guillaume. C'est K-Jim, voilà, qui a donné le Kadjim. On a juste modifié l'écriture pour que ça soit un peu plus marketing, on va dire. Je suis né à Abidjan, à Treichville. Je suis entré à l'université, au département d'espagnol. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'était la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. Et c'est là que j'ai fait donc une maîtrise en espagnol et une licence en anglais, parce qu'à la base j'étais censé faire langue étrangère pour faire diplomatie. Voilà. Et c'est après tout ça, après avoir fini mes études, que j'ai embrassé de façon professionnelle ma carrière de musicien. Voilà. D'accord. Comment es-tu arrivé à l'entrepreneuriat culturel et comment entreprends-tu la culture, et notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire? En fait, il faut que les gens se rendent compte que nous, on est d'une génération qui a été élevée pour faire et non dire. Aujourd'hui, on est dans l'ère où il faut montrer tout ce qu'on fait, il faut dire tout ce qu'on fait. Mais il y a certains actes qu'on pose, si on en parle, ces actes-là n'ont plus de valeur. Dans ce que nous on fait, il y a une part de transmission qui est obligatoire. C'est-à-dire que tu peux avoir du succès. Si tu n'as pas transmis, si tu n'as pas aidé des jeunes qui bossent avec toi, tu n'as rien fait. Et donc, venir sur la place publique dire que j'ai aidé telle personne, j'ai fait ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui disent oui, mais tu fais plein de choses, tu n'en parles pas. C'est pas à moi d'en parler. Moi, mon rôle, c'est faire. Maintenant, s'il y a des gens qui savent en parler, il faut qu'eux en parlent. Mais moi, mon travail, c'est faire. J'ai eu la chance de faire des études universitaires. Je considère cela comme une chance, parce que faire des études, ça ne te rend pas plus intelligent que les autres. Ça te structure. Ça te met de la discipline, ça te met de la rigueur. Et j'essaie d'appliquer cette rigueur-là au champ dans lequel j'interviens maintenant, qui est le domaine de la musique. Il ne faut pas oublier que la plupart des artistes viennent dans leur art poussés par leur passion, par leur talent, par les encouragements de leur entourage, mais n'ont aucune formation en général. Et donc, beaucoup se retrouvent dans le monde professionnel totalement dépourvus du minimum pour pouvoir amener une carrière. Donc moi je travaille beaucoup plus depuis quelques années dans l'accompagnement des jeunes artistes. Je travaille sur des formations à donner pour comprendre le métier, parce que si tu ne comprends pas le métier, tu ne peux pas l'exercer efficacement. Nous tous, on a en tête les exemples de gens qui ont fait un album qui a cartonné et qui ont disparu, mais parce qu'il n'y avait aucune planification. Il y a eu le coup de génie, et puis comme il n'y avait pas le travail nécessaire, comme il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire, ces gens-là ont disparu. Et donc c'est dans ce sens-là que moi je travaille. Toutes mes actions sont orientées vers les jeunes qui viennent dans le métier et vers les enfants. Et je travaille beaucoup avec les enfants parce que je suis de ceux qui pensent qu'avec eux le changement est possible. Avec nous les adultes, là, il y a certains qui ont trop de vieux réflexes qu'on ne peut plus changer, quoi. Voilà. Alors, peut-on dire, selon ton expérience, que la culture est le parent pauvre des gouvernements africains? Parce qu'en fait, très souvent, les budgets qui lui sont alloués sont les plus faibles dans nos sociétés. C'est pas la plupart du temps. Je dis, la culture, c'est vraiment le parent pauvre. D'ailleurs, dans la conception générale, être artiste, c'est pas un métier. Voilà. Artiste, c'est ce qu'on devient quand on a échoué ailleurs, tu vois, dans l'esprit des gens. Et donc, ça fait que les artistes ne sont pas vraiment pris en compte. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup n'ayant pas eu le minimum de formation, le milieu n'étant pas vraiment structuré, eux-mêmes ne savent pas comment réagir face à cette
situation. La crise sanitaire que nous vivons, par exemple, est venue mettre à nu les carences du milieu. Des pays, moi je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais je veux dire des pays moins nantis que nous ont mis des dispositifs en place pour aider leurs artistes. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. Je mets au défi quiconque de venir dire qu'il y a quoi que ce soit qui a été fait. Quand on sait que la plupart des artistes vivent dans une situation de quasi-précarité, vivent de plein fouet la crise sanitaire que nous vivons, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui arrive à tenir à 6 mois de cessation d'activité, même les plus grandes. Mais ça fait plus d'1 an que des artistes ne peuvent pas exercer leur métier, que rien n'est entrepris pour les aider. Mais l'impression générale même, c'est que les artistes eux-mêmes, cette situation les préoccupe peu. On les voit plus impliqués dans des choses qui ne les concernent pas. Et donc, tout ça, ça fait partie du travail qu'on a à faire. Il y a une prise de conscience à faire et il y a un encadrement pour que les artistes eux-mêmes aussi arrêtent d'attendre une hypothétique aide qui ne viendra pas, qu'ils se structurent pour mieux se prendre en charge, qu'ils se structurent pour mieux générer des ressources par eux-mêmes. Et c'est à ça qu'on travaille. Mais je pense que passer l'étape où on fait le constat que nous sommes les parents pauvres, il faut arrêter de pleurnicher et il faut se mettre au travail. Kadjim, quelle est ta vision de la musique africaine contemporaine et la place de la musique dans nos sociétés africaines? Moi, je suis de ceux qui le pensent et qui le répètent à satiété que dans nos sociétés traditionnelles, la musique avait la fonction d'élévation, d'éducation, avant la fonction de distraction. Nous sommes envahis depuis presque une trentaine d'années par des chaînes de radio et de télé qui veulent réduire notre musique à sa seule fonction de distraction. Des chaînes de radio et de télé qui refusent de diffuser, par exemple, tous les artistes qui produisent du sens et de la signification. Si tu n'abrutis pas, on ne te passe pas. Ça aussi, c'est un constat qu'il faut faire. Et puis, écarter ces chaînes de radio et de télé-là de notre chemin. Parce que ce qui se passe, c'est que l'industrie, ou je ne sais même pas si on est encore au stade, si on est vraiment au stade d'industrie, mais le milieu musical africain a créé des monstres, a consacré des chaînes de radio et de télé qui se jugent incontournables. Moi, ces chaînes-là, il y en a, mes vidéos ne sont jamais passées là-bas, mes chansons n'ont jamais été diffusées là-bas, et puis l'année prochaine, ça va faire 30 ans que je suis là. Voilà. C'est une façon de dire que si tu leur donnes de l'importance, ils prendront de l'importance. Moi, je fais sans eux, mais je suis de ceux qui pensent qu'on veut réduire notre musique à sa plus petite expression et ce n'est pas acceptable. Parce que on veut mettre ça sous le coup sous de la modernité ou je ne sais quoi. Mais dans les pays occidentalisés, les chanteurs à texte sont mis en avant. Pourquoi quand ils viennent chez nous en Afrique, ils veulent abrutir les populations? C'est parce que la musique n'est pas que de la distraction comme les gens peuvent le penser. Même les plus grandes armées du monde marchent au son de la musique. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'âme. Si on empêchait les esclaves de chanter les chansons de chez eux dans les plantations aux États-Unis quand ils ont été amenés, c'est parce que quand ils chantent, ils retrouvent de la force. Quand ils chantent, ils retrouvent leur âme d'Africains et ça leur donne de la force. Donc la musique, c'est pas n'importe quoi. Mais ces dernières années, c'est ça. D'abord, mettre en avant des gens qui n'ont aucun talent, aucune compétence pour décrédibiliser ceux qui ont du talent et qui n'ont pas la visibilité qu'on offre à ceux-là. Et puis maintenant, imposer des sortes de critères qui font que désormais, si tu ne fais pas ce qu'eux ont demandé, tu n'existes pas. Mais nous, on existait avant eux, on existera après eux. Donc, je suis de ceux qui revient encore une fois pour dire que quand on pratique un sport, on ne doit pas s'attendre à des passes de son adversaire pour pouvoir vaincre. Et donc, que ceux qui s'engagent dans le domaine artistique, dans la musique africaine, sachent que dans cette musique-là, il y a une dimension qui est hautement spirituelle, c'est une âme de combat, c'est le véhicule de notre âme, et que si on y croit, il faut se battre pour défendre cela et créer nos moyens de diffusion. Parce que si on veut attendre que ce soit nos oppresseurs qui fassent notre promotion, ça veut dire qu'on n'a pas compris la lutte dans laquelle nous sommes. Voilà. La portée universelle de tes textes engagés est le reflet d'une génération consciente et positive. Quel regard portes-tu sur ce qu'on peut appeler la nouvelle génération ? Moi, je suis
quelquefois un peu triste quand je vois la nouvelle génération, parce il y a beaucoup de talent. C'est indéniable, il y a beaucoup de talent. Et il n'y a pas toujours l'éducation qui va avec ce talent-là. Il n'y a pas toujours l'accompagnement idéologique qui doit aller avec, parce que c'est important. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, les gens vont faire de toi un peu n'importe quoi. Et puis, du temps où moi je commençais, il y avait peut-être 2-3 chaînes de radio. C'était difficile de passer sur ces chaînes de radio, mais quand tu réussissais à passer, tout le monde te connaissait. Aujourd'hui, il y a tellement de médias que tu peux passer sur plein de radios, il n'y a personne qui te connaît. Et j'imagine un peu la difficulté que c'est pour ces petits frères. Moi, j'ai enregistré mon premier album alors qu'on vendait encore des cassettes. Aujourd'hui, le CD est en train de disparaître. Et je vois les jeunes frères se satisfaire de vues. J'ai 1 million de vues, oui, mais ça représente quoi? Qu'est-ce que ça apporte comme changement dans ta vie quand tu n'as pas vendu 1000 CD, que tu as 1 million de vues? Il y a des gens qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, qui mènent des carrières extraordinaires. Donc, j'ai l'impression qu'on a poussé nos petits frères dans le monde virtuel et ça les empêche de se rendre compte qu'il y a un monde réel dans lequel ils vivent et avec lequel ils doivent composer. Parce que quand tu as fini de faire les buzz et de faire les vues et tout, la réalité te rattrape, il y a le loyer qui tombe à la fin du mois, c'est pas à coup de vue que tu dois payer ça, c'est pas, il y a tes propres déplacements. Maintenant que tu es suffisamment vu, tu ne peux plus te déplacer dans ton bac comme par le passé, et donc c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, il y a plein d'outils qui s'offrent à cette nouvelle génération, mais il faut qu'elle sache faire le tri entre ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bon. On n'est pas obligé pour vendre des disques de venir exposer sa vie intime ou sa vie sentimentale. Les exemples sont légion de gens qui mènent des carrières de 45 ans, de 50 ans et qui ont toujours eu leur vie et qui ont leur carrière. Donc moi, ce que je dis, c'est que le talent est là, il est indéniable. Peut-être que notre devoir, nous, en tant qu'aînés aussi, c'est de structurer les choses, de travailler à faire en sorte que les choses soient structurées pour qu'il y ait un meilleur encadrement des petits qui arrivent. Mais il ne faut pas oublier que la nouvelle génération, là, elle est pressée, quoi. Elle n'a pas toujours la patience de nous, nos méthodes. Donc bon, ça fait que ça donne parfois certains clashs. Mais moi, je suis de ceux qui, chaque fois qu'il peut, en tout cas, donne le coup de main qu'il faut aux plus jeunes. Parce que je pense que à un moment donné, ils auront plus de force que moi, ils auront plus envie que moi et qu'il faut les préparer à prendre la suite. Voilà. Tu es discret à ce sujet. Je me permets aujourd'hui donc de te bousculer un peu et de te demander de nous parler de tes initiatives associatives et humanitaires. Ouais, bon, je veux dire, moi j'ai été éduqué dans le sens que quand on a un peu de talent, il faut que ce talent soit mis au service d'une cause. Si c'est juste pour avoir des go au quartier, c'est vraiment pas la peine. Parce que même les vagabonds, ils ont les go au quartier, tu vois. Et donc, l'objectif pour moi, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de visibilité, c'était de me dire comment je peux utiliser ça pour impacter. Parce que pour impacter, c'est pas faire des vidéos sur soi, être centré sur moi, faire des selfies et tout, c'est pas ça. Et j'ai commencé tôt à m'engager parce que j'étais dans des associations. J'ai été scout. C'est en tant que scout que j'ai fait ma première visite de prison. J'avais 12 ans. J'étais à Dimokro. J'étais à la prison de Dimokro, qui est une des plus dures du pays. Et c'est de là qu'est parti mon engagement pour essayer d'améliorer un peu le sort de ceux qui sont dans nos lieux de détention. Donc je travaille en tant qu'ambassadeur avec l'ONG Mboador, avec laquelle on travaille à humaniser un peu nos prisons, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais chaque fois que quelqu'un sort moins amoché de prison, c'est la société dans son entièreté qui se sent bien. Et puis si on ne fait rien, nos prisons finiront par devenir des sortes d'universités du crime. On entrera pour un petit larcin et on ressortira mieux aguerri pour venir commettre des actes encore plus graves. Je suis aussi depuis un peu plus d'une décennie ambassadeur de la Page Blanche, qui est l'école pour les enfants handicapés intellectuels. Ça me gêne toujours de présenter l'école comme ça parce que
moi, je vois plein de handicapés qui sont dehors ici, qui disent que nous, nos enfants sont handicapés. Et donc, moi, je rigole. Pour moi, les enfants de la page blanche, c'est des enfants différents. C'est des enfants qui ne sont pas comme les autres, parce que j'en connais, qui ont la mémoire que ceux qui sont dehors ici n'ont pas, qui ont des aptitudes, des talents que ceux qui sont ici n'ont pas. Et je suis de ceux qui pensent que si les défauts des hommes étaient comme des taches de la panthère, certains d'entre nous seraient tout noirs, tellement ils auraient des taches sur le corps. Et la société est organisée pour dire que quand tu es comme ça, c'est que tu n'es pas dans la norme. Mais bon, nous, nos enfants à la page blanche ont juste besoin d'être acceptés dans leur spécificité, dans leur, pour employer un mot français que j'aime beaucoup, dans leur ipséité. Voilà. dans ce qu'ils sont en tant que quantité. Et donc, c'est vraiment un des titres que je porte avec la plus grande fierté, c'est mon titre d'ambassadeur de la page blanche. Parce que c'est un de mes engagements qui donne vraiment du sens à ce que je fais. C'est la base de tout. Quel que soit ce qu'on veut faire dans ce bas monde, il faut que l'éducation soit la prémisse fondamentale de toutes nos activités. On parle de démocratie, mais quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui ne peut pas comprendre un programme de société, il lira à quelqu'un qui est de son ethnie, de sa région ou de sa religion. Voilà. Donc l'éducation, c'est la base. Et toutes les actions qui vont dans le sens du livre, de l'éducation, de l'école, trouvent mon assentiment. Malheureusement, plus le temps passe et moins j'ai du temps parce que je suis de plus en plus engagé dans les causes et je ne veux plus prendre d'engagement parce que si tu veux trop en faire, tu risques de ne pas en faire suffisamment, tu risques de ne pas être efficace. Et donc, chaque fois que possible, et puis il ne faut pas oublier que j'accompagne aussi les causes de mes frères, de mes Nash, par exemple, est engagée auprès des enfants de la rue. Et si elle a une activité, elle ne demande même pas mon avis. Je suis associé obligatoirement, je dois cotiser, je dois participer. Bon, tu la connais, c'est une Nushi, donc voilà, tout est avec le style des Nushi là, elle t'impose les choses, mais c'est des choses qu'on fait avec joie. Et puis je pense que c'est ce qui donne un peu de corps à tout le message. Parce que si c'est pour dire et ne pas faire, moi je trouve que tout le monde peut venir faire les grandes déclarations, mais à un moment donné, il faut accepter de mettre la main à la pâte. Parce que quand on te demandera à ne pas dénoncer là, qu'est-ce que tu fais, il faut bien que tu trouves quelque chose à dire, quoi. Dans le cadre de Bondama Magazine, nous nous intéressons à la manière dont les diasporas concourent au développement de leur pays d'origine ou celui de leurs parents. Selon toi, comment associer les diasporas au développement de notre continent ? Pour moi, le voyage fait partie vraiment à part entière de l'éducation. Et c'est dommage que les Africains soient parmi les peuples de la Terre pour qui le voyage est la chose la plus difficile à faire. Un petit Européen peut se lever, aller dans un aéroport, payer un billet et partir. Chez nous, tu ne peux pas faire de voyage si tu n'as pas prévu ça minimum 3 mois à l'avance, tu vois. C'est compliqué. J'ai fait des voyages qui m'ont appris plus que des années d'université parce que tu es confronté à la réalité, tu es confronté à des choses qui te permettent de comprendre et de t'ajuster. Et donc, tous nos frères qui ont la possibilité d'aller à l'étranger ont la possibilité de voir autre chose pour venir impacter chez nous. Moi, j'ai toujours, pendant mes années à l'étranger, il y a une phrase qui ne m'a jamais quitté. Quelles que soient les conditions dans lesquelles j'étais, j'avais beau être à l'aise, j'étais conscient que là où j'étais, là, ce n'était pas chez moi. Moi, j'ai toujours su que chez moi, c'est en Afrique. La seule terre où moi, je ne suis pas un nègre, c'est sur ma terre d'Afrique. Et donc, quand j'étais là-bas, mon objectif, c'était apprendre suffisamment pour pouvoir venir impacter chez nous. Et je pense que c'est ça qui doit être le moteur de tous nos frères de la diaspora. On ne peut pas venir d'une terre comme l'Afrique, qui est la terre bénie de Dieu, qui est la terre dans laquelle Dieu a tout mis. Si ceux qui lisent la Bible qui voient la description du jardin d'Éden, peuvent essayer eux-mêmes de comparer quel est le continent qui ressemble à ce qu'on décrit
dans le jardin d'Éden. Tu ne peux pas laisser une terre comme celle-là pour, sur des radeaux, essayer d'aller t'installer définitivement sur des terres austères que des gens ont travaillé à rendre habitables. Parce que c'est ce que l'Europe et l'Amérique sont. C'est des terres austères que les gens, à force de travail, ont rendu habitables. Chez nous ici, on a la seule terre où on est la terre de l'été éternel. On est la terre où tu peux manger de la viande sans faire de l'élevage, où tu peux manger des fruits sans cultiver. Et donc, je veux dire, on a tout ça. On a un certain retard, d'après ce que disent certains, parce que, bon, pour qu'il y ait retard, il aurait fallu qu'on parte au même moment, du même point de départ. Mais donc, je veux dire, tout est à faire chez nous. Ce qu'il y a à faire, donc, pour nous, jeunes Africains, pour les gens de la diaspora, c'est aller ailleurs pour ne pas avoir l'impression d'être en train de réinventer la roue, voir ce qui a été fait ailleurs, s'en inspirer et venir développer notre terre. Si, en étant assis à côté du premier de classe, tu n'es pas capable d'avoir des bonnes notes, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Et aujourd'hui, les gens de la diaspora ont cette possibilité-là d'aller voir ce que les autres ont fait, en bien comme en mal, là où ils ont échoué, voir comment ne pas répéter ces mêmes erreurs-là, et là où ils ont réussi, prendre ce qu'ils ont fait pour que nous, on puisse aller de l'avant. Moi, je suis foncièrement optimiste pour le continent. Les gens pensent que parce qu'on fait des chansons qui critiquent ou qui décrivent les tares de notre continent, ils pensent qu'on ne croit pas au continent. Moi, je suis un optimiste triste, à la différence des pessimistes gays. Tu vois, voilà. Moi, je crois foncièrement au continent et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas toujours attendre de savoir qu'est-ce qu'on gagne. Parce que chez nous, ici, c'est un des grands blocages. Quand on sollicite des gens pour faire quelque chose, ils disent oui, mais moi je gagne quoi dans ça? Et l'exemple que j'ai toujours aimé donner, surtout aux jeunes, parce que les plus jeunes sont entrés dans ça. Tu les sollicites, ils disent oui, mais nous on gagne quoi? Et moi, la question que je leur pose, c'est est-ce que vous aimez les fruits? Ils me disent oui, en général. Je dis oui, mais vous savez qu'on mange les fruits d'arbres qu'on n'a pas plantés. Donc si vous aimez les fruits, il faut que vous plantiez pour que d'autres puissent manger les fruits des arbres que vous plantez. Parce que vous mangez des fruits d'arbres que vous n'avez pas plantés. Il faut que chacun de nous accepte de planter, de faire en sorte que voilà, la société dans son ensemble puisse en bénéficier. Mais le message que je veux envoyer à tous les jeunes, c'est que le monde entier est conscient que l'avenir c'est chez nous, à part les Africains eux-mêmes. Donc à un moment donné, il va falloir faire sa mise à jour et se tenir au courant de ce qui se passe. Kadjim, quelle question j'ai omis de te poser et que tu aimerais bien que je te pose? Ah, c'est déjà fini? Bientôt, il y en a encore une. Non, je veux dire, non, il n'y a pas de question particulière. Moi, je suis de plus en plus agréablement surpris et vraiment réconforté par le fait qu'il y ait des initiatives comme Bandama Magazine, justement, pour parler de nous, pour parler de notre histoire, pour parler de notre continent, parce que pendant longtemps, on a lu ce que les autres avaient écrit sur nous. Et de plus en plus, on voit des jeunes Africains écrire l'histoire de notre continent, parler des choses de notre continent. Tant que nous ne racontons pas nos propres histoires, c'est clair que nous serons assujettis à ce que les autres pensent de nous. Donc, mon mot de fin peut-être sera de remercier l'initiative de Bandama Magazine et remercier toutes les initiatives qui vont dans le sens de faire connaître un peu mieux notre continent, faire grandir un peu plus notre continent, parce que notre continent est grand, mais il est regardé par des petits yeux. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux et de le regarder comme il doit être regardé. Alors, c'est la fin de notre interview. Alors, merci encore, Kadjim, de nous avoir ouvert tes portes et de nous avoir permis de te découvrir dans ton environnement. Ouais, c'est moi qui te remercie. Avant de se quitter, j'ai une dernière question. Oui. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook. C'est vrai que je suis plus très présent.
parce que je suis en studio et quand c'est comme ça, je suis accaparé par les choses de la musique là. Ma page Facebook, j'ai 2 pages. J'ai Kadjim Fils de Dja et j'ai 100% Kadjim. C'est les deux pages qui véhiculent un peu mon actualité. Je suis sur Twitter, Kadjim Official, et puis sur Insta. Finalement, je suis partout. Hein. Grâce à mes filles qui sont plus branchées, voilà, NTIC et qui me poussent un peu. Mais bon, je veux dire, dès qu'on essaie de suivre, c'est pas évident. Moi, je suis de la génération des livres. Et donc, les ordinateurs, là, c'est un peu chaud. Mais bon, dès qu'on essaie de suivre. Et puis, bon, je trouve que c'est un bon moyen de rester en contact avec le public. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on reçoit des messages des 4 coins du monde. Quand on a sorti, par exemple, le dernier album, Le Gardien du Feu, les premiers achats sur le net sont venus du Japon et de l'Australie. Moi, je ne pensais pas que j'aurais des gens qui achèteraient l'album depuis là-bas. Donc, c'est la preuve que voilà, c'est des choses qui, quand elles sont utilisées à bon escient, permettent de faire des choses bien. Et voilà, je suis là. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, il m'écrit directement, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Kadjim, à bientôt. Pleurnicher, c'est pas mon chant, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts au centre culturel d'Abobo, aux scènes les plus huppées, on m'a pas fait de cadeau. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau.